Bonjour et donc bienvenue dans cette masterclass donc sur le fondement historique du droit privé. Donc il s'agit de la quatrième partie qui concerne donc le droit des obligations. Cette partie sera scindée en deux pour traiter donc de la partie stipulation et puis de l'autre partie donc la novation et tout ce qui touche à la rappel. On se situe juste ici dans le droit des obligations. Le droit des biens a été fait donc en trois parties et le droit des personnes en une seule. Donc tout d'abord, une obligation, c'est un lien de droit en vertu duquel une personne, qui est appelée débiteur, doit faire quelque chose au profit d'une autre, appelée créancier, qui a donc un droit personnel contre le débiteur. Et en fait, le créancier, il a vraiment une action que contre la personne de son débiteur, contre personne d'autre. Mais par contre, il n'a aucun droit direct sur l'objet de la prestation qui lui est due. Il peut donc uniquement exiger du débiteur qu'il lui fournisse l'objet ou qu'il lui exécute sa prestation. Et donc, il y a des objets, des objets et une sanction à cette obligation. Donc, tout d'abord, les trois objets par Paul, ce sont les daré, facere et praestare. Donc, tout d'abord, daré, cela signifie donc donner, c'est donc effectuer une datio. Au sens propre du terme, c'est transférer la propriété, un droit réel. C'est donc faire en sorte que le créancier devienne propriétaire. Une datio peut porter donc sur une chose d'espèce une certaine quantité de marchandises qui sont définies en genre ou alors une somme d'argent. Pour s'acquitter de son obligation, en fait, le débiteur il va donc devoir respecter les modes de transfert admis par le droit romain, l'emancipation, l'ignore recessio ou la traditio, selon que la chose est donc une res mancipi ou une res nec mancipi. Si jamais vous avez des doutes à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir la troisième vidéo du droit des biens, qui donc reprend toute la partie de l'acquisition de la propriété. Ensuite, il y a facere qui signifie faire. Et donc, au sens large, ça désigne toutes les prestations qui ne consistent pas en une datio. Donc, c'est dans le sens où, on ne va pas donc transférer la propriété. C'est par exemple tondre la pelouse ou servir un repas. C'est vraiment faire quelque chose. Cette prestation de facere, elle n'est pas visible. Non facere, par contre, donc c'est l'inverse. C'est donc l'engagement de ne pas faire quelque chose. C'est donc une obligation qui va trouver sa cause dans un contrat. Et enfin, praestare, ça signifie je me tiens devant, donc c'est se tenir devant quelqu'un, c'est l'image d'une protection, d'une garantie. Et c'est souvent quand le débiteur va garantir un certain résultat ou alors qu'il va assumer une responsabilité. Donc c'est notamment le fait d'être responsable de sa faute ou alors de son dol. Dans la vraie vie, les obligations peuvent avoir deux voire trois objets en même temps. Donc, par exemple, un chirurgien qui va nous opérer, donc il a l'obligation de nous opérer, donc c'est un facere. Donc, ce n'est pas une datio parce qu'il ne va pas nous transférer de propriété en nous opérant, mais aussi il a la garantie, enfin, il va nous garantir qu'il va tout mettre en œuvre pour avoir le meilleur résultat au niveau de l'opération. Et donc, ça, c'est praestare. Donc, il aura facere et praestare. Et donc la définition de l'obligation se trouve donc à l'article 1101 du Code civil. Ensuite, il y a la sanction de l'obligation. Donc, pour être effective, l'obligation, elle va donc conférer au créancier, à défaut donc d'une exécution volontaire, il va pouvoir obliger en fait le débiteur à lui donner satisfaction. Mais pour cela, il faut que l'obligation soit accompagnée d'une sanction ou, le cas échéant, d'une contrainte. C'est donc sa grande caractéristique fondamentale à cette obligation juridique, c'est bien sa sanction judiciaire. C'est vraiment hyper important de bien la différencier de l'obligation naturelle grâce à ça, grâce à cette sanction judiciaire. Et donc, en principe, la sanction, elle est d'ordre juridique, ce qui veut dire qu'elle est déterminée par le droit positif et donc qu'elle va permettre le recours à l'autorité judiciaire pour obtenir l'exécution forcée de la prestation du débiteur. Et donc, c'est une distinction à faire, ça peut tomber en tant que question, c'est donc la distinction entre les sanctions juridiques et celles qui n'ont pas cette qualité. Il faut bien préciser que en droit romain ancien, les pouvoirs n'étaient pas séparés, c'était du droit essentiellement coutumier. Donc la différence entre les deux, elle n'était pas très très nette. C'est seulement à partir du droit classique que cette distinction sera plus nette. Et donc c'est Justinien qui va ajouter dans ses instituts l'action en justice en fait. Que c'est vraiment l'action en fait, ce n'est rien d'autre que le droit de poursuivre par une procédure judiciaire ce qui est dû au créancier. Et donc, s'il y a une obligation juridique, il doit y avoir une sanction judiciaire. C'est la différence qui est donc fondamentale. Les obligations naturelles, quant à elles, donc elles n'ont pas de sanction, ce qui fait qu'elles ne sont pas juridiques, mais elles sont quand même à la frontière du droit, parce qu'elles ont quand même des conséquences juridiques, même si elles sont dictées par la morale, la religion, les convenances sociales. Et donc,
durant le droit du Principat et la codification de Justinien, les obligations naturelles, elles étaient un peu considérées comme imparfaites parce qu'en fait, elles n'accordaient aux créanciers aucune action ni recours direct, ce qui faisait qu'elles rentraient dans la sphère juridique parce que donc leur rôle principal, c'était donc l'exécution de la prestation de la part du débiteur, mais derrière, il ne pouvait rien faire si le débiteur ne s'exécutait pas. Et donc l'obligation naturelle, elle répond donc à un devoir moral, philosophique ou religieux. Elle n'est donc pas juridique parce qu'elle n'a pas de sanction devant le tribunal. Cependant, il faut bien noter qu'elle a deux effets juridiques. Donc le premier, c'est que si le débiteur naturel promet d'effectuer une prestation, il sera tenu par sa promesse. Dès qu'on promet quelque chose, il faut qu'on le fasse. Et ensuite, le deuxième, c'est donc que à toujours le débiteur naturel exécute son obligation naturelle. Il ne peut donc pas en demander la restitution. Il y a donc deux exemples d'obligations naturelles. La première, c'est donc renoncer à une prescription. Si j'achète un meuble en connaissance de cause de l'article 2279, dès que 4 ans se sont écoulés, là où c'est 3 ans, je suis donc propriétaire du meuble, sachant qu'il y a potentiellement vol ou perte dans ce cas-ci, vu que c'est 3 ans pour vol ou perte et c'est immédiat quand il n'y en a pas. Et donc on peut dire qu'il y a prescription. Si, par exemple, donc imaginons qu'il ait été volé ou perdu, le propriétaire du meuble voit ce meuble et me le demande, si je lui rends ce meuble volontairement, je vais en fait renoncer à ma prescription. C'est donc une exécution d'une obligation naturelle. Je ne suis pas obligée de le faire parce que je suis considérée comme propriétaire, mais je le ferai quand même parce que je suis bien gentille. Et la seconde, c'est donc le surplus de la caissière, c'est donc le fait d'entrer dans un magasin et quand on va à la caisse, on donne par exemple un billet de 20 € à la caissière qui, totalement distraite, va nous rendre de l'argent sur 50 au lieu de 20. J'ai donc un très gros surplus qui pourrait lui causer bien des problèmes. Et donc quand je me rends compte de cette erreur, moralement, je suis censée aller rendre ce surplus pour éviter donc les problèmes que cela peut engendrer pour la caissière. Et donc le fait de le faire, d'aller rendre ce surplus, c'est donc aussi une obligation naturelle. Parce que juridiquement, rien ne m'oblige, c'est vraiment moralement que je le ferai. Ensuite, il y a donc les sources qui sont donc au nombre de 4 avec les obligations légales que je ne verrai pas parce que ce sont simplement des obligations qui sont dites par le législateur et non la loi, à ne pas confondre. Donc tout d'abord, les contrats. C'est vraiment la source la plus importante d'obligations. Donc le contrat, il va reposer essentiellement sur un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Et donc les parties qui contractent entre elles vont simplement donner leur consentement pour faire naître donc, un lien juridique. Et ce lien, en fait, il va astreindre l'une d'elles, ou alors les deux, à fournir une prestation à l'autre. Et donc le contrat est un accord de volonté destiné à produire des effets juridiques. Ensuite, le délit. Donc, il subit une évolution en fait au cours du temps. Tout d'abord, en 150-151, sous Gaius, il définit le délit comme un acte illicite qui cause un dommage à autrui. Seulement, sa définition, elle est un peu rudimentaire parce qu'il va négliger l'intention. Et c'est différent de commettre délibérément un délit de involontairement. Et donc, comme il n'y tient pas compte, il va y avoir une influence morale qui va être jouée par les chrétiens. Et ils vont donc reprendre les mêmes principes que les stoïciens. Et donc, c'est vraiment après plusieurs siècles de réflexion que, sous Justinien, une nouvelle définition va apparaître. Et donc, Justinien, il va définir le délit comme un acte illicite qui cause un dommage à autrui, avec la volonté de nuire à autrui, de provoquer le dommage, et il est donc aussi appelé le dol pénal. Et donc, si le délit est involontaire, il va donc rentrer dans la catégorie des quasi-délits, qui est donc le fait de provoquer involontairement un dommage. Aujourd'hui, pour qu'il y ait donc un délit, il faut un acte illicite, mais pas nécessairement un dommage. Il faut aussi un élément intentionnel, donc ce fameux dol pénal. Et donc, ensuite, on a les quasi-contrats, qui sont donc une catégorie qui regroupe des situations juridiques qui ressemblent à des contrats, parce qu'ils vont donc faire naître des obligations, mais où il n'y a pas de consentement. C'est donc vraiment la grande différence entre contrat et quasi-contrat. Donc les contrats, il y a un consentement, les quasi-contrats, il n'y en a pas. Les délits, il y a l'intention, les quasi-délits, il n'y a donc pas d'intention. Et donc la catégorie des quasi-contrats, elle va rassembler des situations dans lesquelles quelqu'un va recevoir un avantage d'une autre personne en dehors de toute obligation. On distingue donc dans ces quasi-contrats la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement sans cause. Donc le quasi-contrat le plus proche des contrats, c'est donc la gestion d'affaires. C'est donc un quasi-contrat dans lequel une personne appelée gérant va intervenir dans les affaires d'autrui, qui est appelé le géré, dans son intérêt, sans son consentement,
étant entendu que le géré aurait donc donné son consentement s'il avait pu le faire. Il est bien important de bien préciser que c'est vraiment dans l'intérêt d'autrui et pas dans son intérêt personnel, parce qu'un voleur ne va pas agir dans l'intérêt d'autrui. C'est vraiment la différence hyper importante à ajouter. Et donc voici un tableau récapitulatif donc, au niveau des sources de l'obligation. C'est très très résumé, mais c'est vraiment pour bien situer la matière comme toujours. Ensuite, pour la gestion de contrat, la gestion d'affaires, pardon. Et donc, il y a des obligations chez le gérant, mais aussi chez le géré. Donc, tout d'abord, le gérant, il doit agir donc, avec diligence. Si donc, il a aussi l'obligation de terminer les opérations commencées. S'il n'avait donc pas d'obligation d'intervenir, mais comme il l'a fait, il sera responsable du dommage qu'il provoquera s'il se retire de manière intempestive. Donc, il ne peut pas se retirer de manière intempestive. Et donc, à l'époque classique, il répondait non seulement de son dol, mais également de sa faute, ce qui est un peu logique parce qu'en fait, le propriétaire ne peut pas vraiment choisir le gérant, contrairement au mandat où le propriétaire va mandater quelqu'un. Et donc enfin, le gérant, il devra rendre compte de ses interventions et transférer éventuellement au géré les actions en justice et les droits qu'il aurait acquis durant son administration. Ce qui fait que bien évidemment, le géré aura donc comme obligation de rembourser les frais engendrés. Et il ne peut pas refuser de payer au motif que ça aurait coûté moins cher s'il l'avait donc fait lui-même. Il doit seulement rembourser ce qui a été utile pour assurer la sauvegarde de son patrimoine. Et donc la gestion d'affaires, elle ressemble au mandat, donc comme dit un peu plus haut. Mais le mandat, en fait, c'est vraiment une personne qui va charger une autre. Donc c'est pas sans l'accord de la personne, comme dans la gestion d'affaires. Et donc cette autre personne, elle va accepter d'accomplir pour elle certains actes matériels ou des opérations juridiques. C'est vraiment la différence essentielle. C'est que le mandat, c'est donc un contrat qui va résulter de l'accord des parties. Alors que dans la gestion d'affaires, c'est vraiment le gérant qui va intervenir de sa propre initiative, vraiment à l'insu du géré. Et donc il faut aussi savoir que dans les contrats, la bonne foi, c'est vraiment une obligation générale. Elle n'est pas spécifique juste à la gestion d'affaires, par exemple. Elle est vraiment pour tous. Elle s'applique à tous les contrats. Et elle est présumée jusqu'à preuve du contraire à chaque fois. Ensuite, il y a donc l'extinction d'une obligation. Donc, elle naît, c'est bien beau, mais elle s'éteint aussi. Donc, par essence, elle a vraiment une durée de vie qui est limitée. Et donc, elle est appelée par sa fonction, qui est donc de s'assurer qu'une prestation soit fournie, à disparaître à un moment. Notre statut de débiteur, et aussi celui de créancier, n'est en principe que temporaire. Tout d'abord, on a donc le paiement, qui est donc l'exécution volontaire de l'obligation. Ce n'est pas un paiement au sens général de, par exemple, donner de l'argent en payant donc soit avec la monnaie, soit avec sa carte de banque. Donc c'est vraiment une définition qui est juridique, l'exécution volontaire de l'obligation. Et donc c'est donc le fait que le débiteur il va exécuter volontairement sa prestation. Donc c'est vraiment ce qu'on va attendre de lui. Et donc il y a 3 questions qui sont relatives donc, à ce paiement. C'est qui, à qui et où. Donc qui doit payer ? En principe, c'est le débiteur qui doit payer, mais le paiement peut être valablement accompli par un tiers. Mais il doit bien agir au nom du débiteur. Il ne faut pas oublier aussi que le débiteur ou son mandataire doivent être capables. C'est super important pour que le paiement puisse en fait produire ses effets. Le créancier doit bien entendu être aussi capable. Si jamais le paiement est fait par un incapable, donc par exemple un mineur, l'opération elle sera plutôt risquée pour le débiteur parce qu'il peut être poursuivi par le tuteur de l'incapable en fait. Donc c'est comme si le paiement n'avait pas donc eu lieu. Donc ensuite le acquis, donc il doit être fait entre les mains d'un mandataire du créancier qui doit donc être capable et pareil le créancier lui-même. Et il faut aussi bien ajouter que nous sommes présumés en fait capables jusqu'à preuve du contraire. C'est important de le préciser, c'est comme la bonne foi. Et enfin, si jamais j'effectue mon paiement auprès d'à nouveau un incapable, donc ce fameux mineur, juridiquement, cette opération elle sera considérée comme nulle, elle n'aura pas eu lieu. Et pour terminer, la 3e question, c'est donc où le paiement doit-il être effectué ? Donc en principe, c'est au lieu déterminé par le contrat, tout simplement. Mais à défaut, il faut voir si la dette va porter sur une chose de genre ou sur une chose d'espèce. Si c'est donc une chose de genre, le paiement doit avoir lieu chez le débiteur. A contrario, si c'est une chose d'espèce, il devra avoir lieu
là où se trouve la chose, sauf convention contraire. Et donc, il faut bien regarder si le contrat va préciser en fait où doit avoir lieu la livraison. C'est donc l'article 1247 du Code civil qui reprend donc la solution du fait que la dette elle est exigible au domicile du débiteur. Et donc il faut bien préciser les dettes sont quérables et non portables, c'est super important. La deuxième manière d'éteindre une obligation, c'est donc la dation en paiement. C'est le fait de donner la propriété sur un objet. Et donc, elle a différents problèmes juridiques, cette dation. C'est qu'il faut nécessairement l'accord du créancier. Donc, on ne peut pas l'obliger à accepter n'importe quoi. Par exemple, si je veux lui donner mon stylo parce que je lui dois 50 euros, il peut le refuser. Je n'ai pas à l'obliger. S'il ne l'aime pas, il n'a pas à le prendre. Et donc, je lui devrais juste les 50 euros en espèces. Et donc, la dation en paiement, elle peut aussi poser difficulté si je ne suis pas propriétaire de la chose remise. La troisième manière d'éteindre une obligation, c'est donc la remise de dette, qui est donc considérée comme un assassinat, dans le sens où en fait l'obligation elle va s'éteindre sans paiement lorsque le débiteur en fait et le créancier sont d'accord pour la faire disparaître. Et donc l'obligation sera éteinte avant même qu'il y ait un paiement et elle sera même supprimée. Donc il faut bien entendu que le débiteur et le créancier soient d'accord. Le créancier c'est quand même celui qui renonce, donc c'est normal. Il faut aussi qu'il ait aussi la capacité de le faire. Donc un mineur, à nouveau un incapable juridiquement, ne pourra pas remettre une dette, mais par contre, il peut en bénéficier. Et donc, la remise de dette, il y a une méfiance des tribunaux et du législateur, parce qu'en fait, ça pouvait être considéré comme suspect, un peu anormal, vu que la mort naturelle, c'était le paiement. Et là, ici, on va tuer l'obligation bien avant, donc elle peut peut-être cacher quelque chose d'interdit. Par exemple, durant la période romaine, cela pouvait cacher une donation entre époux. Pour rappel, les donations entre époux, à l'époque, c'était vraiment interdit, parce que c'était un glissement de patrimoine d'une famille à une autre. Et le but, c'était vraiment de ne pas que ce patrimoine ne soit pas morcelé. Et donc, les époux, parfois, ils contournaient cela avec des prêts entre eux. Et donc, c'était une donation qui était légale, mais en éteignant l'obligation, c'était vraiment devenu illégal à cause de la remise de dette. Et enfin, la dernière manière d'éteindre une obligation, c'est donc la compensation. Et donc, elle va consister à éteindre de dettes à concurrence de la plus faible, l'autre subsistant pour le solde. Et donc, le solde, c'est vraiment la différence entre les deux. Elle peut se présenter sous 3 formes, volontaire, judiciaire ou légale. C'est vraiment selon sa cause. Donc ça peut être avec le consentement des parties, la décision du juge ou alors l'effet de la loi. Donc légale, c'est une compensation imposée par le législateur à certains créanciers. Judiciaire, c'est celle qui est demandée par le débiteur donc en justice quand il est poursuivi en paiement de sa dette. Et donc on se doute bien que la volontaire, qui est aussi donc conventionnelle, c'est donc le consentement des parties. Elle a aussi des conditions. Cette compensation, pour qu'elle ait lieu, il faut que les dettes soient entre mêmes parties. Donc A doit être le débiteur de B et B doit être le débiteur de A. Il faut qu'elles soient liquides, c'est-à-dire exprimées en argent, et exprimées l'une et l'autre, exigibles l'une et l'autre au moment où on prétend faire la compensation. Et donc ici, je reprends dans le tableau vraiment toutes les parties. Donc à nouveau, c'est toujours super simplifié. Mais personnellement, ça m'a énormément aidé à bien comprendre le cours et à beaucoup mieux situer. Il y a juste, au niveau de la remise de dette, il y a une évolution ici avec le droit ancien et l'époque classique. Ce n'est pas à étudier, j'avais noté beaucoup trop. Donc il y a juste cette partie-ci qu'il va falloir ignorer. Et donc voilà, tout est vraiment repris dedans pour simplifier. Donc, en Q1, on a vu donc les contrats réels qui donc demandaient la remise d'une chose où l'accord des parties ne suffisait pas. Et donc, notamment avec le gage. Là, maintenant, on va voir donc les contrats formels où cela requiert donc une parole, un écrit. Donc, c'est un contrat en ce sens que l'accord entre parties n'a d'effet que si des formalités sont donc accomplies. C'est donc par exemple avec l'hypothèque. Et ici, donc, on va voir la stipulation. Donc, la stipulation, c'est un mode solennel et formaliste de contracter une obligation. Elle consiste donc en une demande verbale du créancier et une réponse verbale du débiteur. Comme c'est un contrat qui est empreint de formalisme, la stipulation elle requiert l'usage de termes consacrés, donc notamment l'usage du verbe spondere. Donc la question doit être introduite par spondesne, donc promets-tu, et la réponse s'exprime uniquement par spondeo, je promets. Ils sont consacrés donc par le ius civile et donc ces termes sont donc réservés aux citoyens romains.
Les étrangers, ils ne peuvent pas les utiliser pour constituer une obligation valable. Mais par contre, les Romains ont admis une forme analogue, donc sans ces termes consacrés, pour les étrangers. L'intérêt du formalisme, c'est pour que les gens pas trop intelligents ne soient pas piégés. Et donc, comme c'est visible et qu'on peut l'entendre, ben, ça leur permet de savoir comment faire. Et donc, les règles à respecter sont que la question et la réponse doivent avoir le même verbe et être formulées oralement. C'est l'essence même du contrat. Il n'est donc pas permis de présenter la question sur un parchemin en écrit. Le promettant, il ne peut pas se contenter de répondre d'un hochement de tête ou d'un autre signe d'affirmation. Il doit vraiment donc répondre oralement avec donc l'usage du verbe. La réponse ne peut pas être apportée par un intermédiaire, donc obligatoirement, la stipulation requiert bien la présence des deux parties. Les questions et la réponse doivent avoir le même contenu et se succéder immédiatement. On ne peut pas intercaler entre elles une négociation sur une opération différente. Et ensuite, pour terminer, la présence de témoins n'est pas requise, mais elle est utile, voire indispensable pour vraiment prouver que le contrat a eu lieu. Et donc, en droit romain, la stipulation rend obligatoire les engagements si donc on respecte les conditions de forme. Sous le Code civil, une fois qu'on l'a adopté, le formalisme il semblait vraiment ancien. C'est donc le consensualisme qui a été privilégié. Et la version moderne de la stipulation, donc pour rendre obligatoire n'importe quelle prestation, c'est qu'il n'y a plus d'exigence de forme. Le simple accord suffit pour la rendre obligatoire. Et donc de nos jours, c'est l'article 1134 du Code civil qui mentionne la stipulation, mais qui est une version plus moderne. Et donc, il dit que les engagements sont obligatoires sans exigence de forme. Les promesses sont donc obligatoires, mais n'exigent aucune formalité. Les juristes romains vont donc inventer la stipulation causale, c'est-à-dire que l'engagement sera dès lors subordonné à la vérification de la cause, et donc la preuve de cela incombe exclusivement au demandeur. Et donc il y aura aussi une évolution de cette stipulation causale, c'est qu'à l'époque classique, elle va engendrer nécessairement une nouvelle obligation et va faire disparaître l'ancienne. Elle a un effet novatoire. Elle n'est jamais un simple accessoire du premier contrat. La disparition de l'obligation antérieure, elle est nécessaire en fait pour éviter que le débiteur ne puisse être poursuivi deux fois en justice pour le même objet. Et donc, aujourd'hui, une obligation sans cause, elle ne va pas produire d'effet. On ne peut plus créer une obligation indépendante de sa cause. La cause est vraiment devenue obligatoire de nos jours. Sinon, le débiteur sera condamné. La stipulation permet de réaliser des combinaisons multiples qui seraient impossibles avec d'autres contrats. Donc la première, c'est donc de confirmer un engagement qui est antérieur. Et donc c'est la stipulation qui peut être utilisée pour assurer le paiement d'une dette ou l'exécution d'un contrat. Seulement, un créancier malhonnête pouvait donc se retourner contre le débiteur et lui exiger deux fois le paiement. Donc une fois pour la vente et une fois pour la stipulation. Donc pour les juristes romains, c'était vraiment considéré comme inacceptable. Et donc ils vont créer la novation, que l'on verra un peu plus loin. La deuxième, c'est donc de créer un lien entre plusieurs prestations. Et donc c'est avec les différentes obligations. Il y a tout d'abord donc l'obligation cumulative. Elle porte sur plusieurs objets, le débiteur n'étant libéré que s'il fournit tous les objets envisagés. C'est donc une idée de cumul. Il peut aussi s'agir donc de prestations. Le choix est laissé au débiteur et donc il doit bien remettre tous les objets pour être libéré. Ensuite, c'est l'alternative qui, elle, va porter sur plusieurs objets placés sur un même pied d'égalité. Le pied d'égalité n'a rien à voir avec la valeur financière et étant entendu que le débiteur doit livrer un des deux objets. Le choix appartient donc en principe au débiteur qui sera libéré en fournissant un des objets. Si un des objets vient à disparaître par cas fortuite, le débiteur reste tenu de livrer donc l'autre. Et donc c'est le choix du débiteur, sauf convention contraire. C'est vraiment le seul où le choix n'est pas laissé qu'à lui. Cela peut être le créancier. Et donc si jamais il y a une perte, il doit quand même fournir l'autre. Enfin, il y a donc l'obligation qui est facultative, qui elle va porter sur plusieurs objets, étant entendu que l'un est l'objet principal et l'autre une facilité, qui est donc laissée au débiteur pour se dégager de son obligation s'il ne veut donc pas effectuer la prestation principale. L'exemple que donne souvent René, c'est par exemple promets-tu d'épouser ma fille ou de payer une telle somme. Soit donc il épouse la fille, soit il ne veut pas épouser la fille, et donc pour se dégager de cette obligation, il va payer telle somme. C'est donc considéré comme une pénalité. Dans l'obligation alternative, donc le choix est laissé au débiteur, sauf convention contraire, pour revenir dessus.
C'est donc la différence avec l'obligation facultative, où le choix est toujours laissé au débiteur, comme pour la cumulative. Mais donc, il y a vraiment une différence à avoir entre l'alternative et la facultative, vu que c'est l'un ou l'autre. Et donc en fait, pour l'alternative, c'est le choix, c'est au débiteur sauf convention contraire. C'est donc un objet sur un même pied d'égalité. Donc c'est soit par exemple une moto ou alors une voiture. Dans le cas de la facultative, c'est par exemple une moto ou alors un vélo. Et donc c'est si je ne prends pas la moto, je prendrai donc le vélo. C'est vraiment à bien distinguer pour pouvoir bien les comprendre. De plus, dans la facultative, si jamais la prestation est impossible, je serai, en tant que débiteur, je serai complètement libéré, alors que dans l'alternative, je devrais fournir l'autre. Enfin, donc, la stipulation, elle permet de créer un lien entre plusieurs créanciers ou débiteurs. Donc il faut retenir que la solidarité, c'est une exception au droit commun. Normalement, en principe, lorsqu'une dette existe au profit de plusieurs créanciers ou à charge de plusieurs débiteurs, elle est conjointe. Ça veut donc dire qu'elle va se diviser. Chaque débiteur ne peut donc être poursuivi que pour sa part et chaque créancier ne peut donc réclamer que la sienne. Au contraire, si jamais l'obligation elle est solidaire, elle n'est donc pas partagée, elle est solide, en ce sens qu'un débiteur il peut être poursuivi pour le tout ou qu'un créancier peut réclamer la totalité de. Si donc le débiteur agit contre chacun d'entre nous, c'est une obligation conjointe. Par contre, s'il va agir contre une seule personne, c'est vraiment une obligation solidaire, c'est la principale nuance. Si l'obligation est conjointe, donc le créancier ne peut réclamer à chaque débiteur que sa part dans la dette. Donc la créance, elle va par exemple se diviser en 10 parts. Si par contre donc, elle est solidaire, le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à un seul des débiteurs. Elle va donc rester entière, cette créance, mais elle se divisera par après. La solidarité, elle a un double avantage pour le créancier. Tout d'abord, elle va permettre de limiter les poursuites, donc il va agir contre une seule personne au lieu d'agir contre une centaine ou une dizaine. Et en deuxième, l'avantage, c'est que le risque d'insolvabilité de certains débiteurs ne va pas peser sur le créancier, c'est sur les autres co-débiteurs qu'elle va peser. Donc, en principe, l'obligation elle est présumée conjointe jusqu'à preuve du contraire. C'est donc l'article 1202 du Code civil, où la solidarité ne se présume pas. Il faut qu'elle soit expressément stipulée. Et donc, il faut pouvoir établir la solidarité choisie. Donc, la première hypothèse, c'est la légale, qui est donc imposée par la loi. L'autre hypothèse, c'est la solidarité conventionnelle, qui donc, elle, est explicitement prévue dans un contrat. Elle va donc imposer la solidarité entre les deux débiteurs pour, par exemple, le paiement d'un prêt. Et donc, la grosse différence ici, la distinction entre les deux, elle ne va pas concerner en fait le rapport des débiteurs entre eux deux. C'est vraiment le rapport débiteur et créancier. C'est entre eux deux que ça va se passer. Et ensuite, il y a donc le cautionnement, qui lui est un mécanisme voisin de la solidarité. Il s'en distingue par le fait qu'à côté du débiteur principal, il y aura une caution qui va apparaître comme un débiteur accessoire et éventuel. Si jamais le débiteur principal ne paye pas, le créancier pourra se retourner contre la caution. C'est vraiment une sûreté en fait. Donc voilà, cette partie s'arrête ici. La prochaine donc, traitera de la novation et de la vente, ainsi que de la lésion, qui sont donc des parties qui tombent en général à l'examen, mais exprimées avec des questions complètement différentes. Donc je pourrais m'attarder un peu plus dessus. Et une autre vidéo sera postée donc, sur comment résoudre un casus, de la manière dont René a envie qu'on réponde en fait, en agençant correctement ses réponses. J'espère vraiment que tout ça va vous aider et que les vidéos déjà postées vous aident. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi pour me le dire, pour que je puisse améliorer tout ça et aussi vous aider à améliorer tout ça, parce que le but c'est quand même de réussir.